Cette question à présent, le CHU de Saint-Étienne est-il au-dessus de la loi? La justice a tranché, mais qu'importe, le CHU refuse de réintégrer 2 agents non vaccinés. Le tribunal de Lyon a estimé que ces 2 agents, 2 femmes, travaillant dans les cuisines de l'hôpital, n'étant pas au contact des patients, n'étaient pas concernés par l'obligation vaccinale. Avant d'entendre l'avocat de ces 2 cantinières, nous a rejoint sur ce plateau le docteur Ali Afjei. Bonjour. Bonjour. Médecin d'urgence de catastrophe au service des urgences de Paris 2. Il y a un gros programme sanitaire ce matin dans le 9-12. Oui. Avant de l'aborder, je vais en rajouter un autre, vous allez voir. Attaquons sur cette décision de justice. Est-ce que vous trouvez normal qu'un hôpital refuse d'appliquer la loi ? Bon, après, la loi, elle doit être appliquée. Bien sûr, vous me demandez une question sur la loi, si elle doit être appliquée. En gros, oui, elle doit être appliquée. Mais en tout cas, bon, il faut aussi comprendre les gens. Il faut expliquer aux gens. C'est ce que j'ai expliqué depuis le début de la Covid. Mais, Ali, je suis désolé. Et Thomas, je suis désolé. Et tous les participants aussi. Je viens ici pour essayer de défendre nos urgentistes libérales. On va en parler. Oui, mais comme c'est fondamental, vous allez voir. Non, mais on va prendre le temps d'en parler. C'est beaucoup plus important. On vous le garantit, nous aussi. Mais simplement, on voulait avoir votre avis sur cette question-là. Oui, mon avis, c'est toujours l'explication de toute façon. Parce qu'on a du mal à comprendre, vu de l'extérieur, qu'une décision de justice puisse être prise et que, dans un même temps, ne soit pas appliquée par un hôpital qui est quand même un. Bien entendu, ça serait pareil pour un public. restaurant ou un autre. Il y a toujours des gens aussi qui font des fakes. Vous savez, nous ne sommes pas les seuls à pointer les hôpitaux, notamment. Effectivement, il faut Ces questions de non-vaccination, pardon, dans le privé, dans le secteur privé, c'est aussi des Alors nous sommes quasiment à problèmes 100% vaccinés. D'accord, donc ça c'est un problème que vous ne rencontrez pas en tout cas. Non, on en est presque à la 3e dose là pour les collègues. Mais est-ce que, d'un point de vue médical, pas d'un point de vue légal, est-ce que vous trouvez ça cohérent qu'il y ait un statut à part pour les cuisinières? Certes, elles ne sont pas au contact des patients, mais elles préparent leur nourriture. Est-ce qu'il faut faire des différences entre les différents personnels d'un hôpital? Est-ce que ça a du sens? Il n'y a pas de différence dans la santé. Que vous soyez cuisinière ou médecin, peu importe, ou politicien, vous savez, on essaye d'aider les gens. La vaccination a eu un gros problème, on ne va pas revenir là-dessus, mais disons d'explication. Un problème de peur, il faut le savoir aussi. Vous savez, il y a des gens qui ont eu peur toujours d'autres vaccins aussi. Et nous, notre rôle, c'est d'expliquer, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Le problème, c'est que la vaccination a été faite rapidement, la vaccination a été trouvée rapidement, et donc forcément, les innovations font peur. Comme disait mon professeur d'MBA, il n'y a que les bébés qui aiment qu'on leur change leur couche. L'innovation fait toujours peur. Dans un instant, on va entendre ce que dit l'avocat de ces 2 cantinières. Il est bientôt 9h30, merci d'être avec nous en direct sur LCI. Voici les titres ce matin. D'abord, la colère qui gronde chez les urgentistes de l'hôpital privé. En grève aujourd'hui pour une partie d'entre eux contre la réforme du financement des urgences. Elle remplace le paiement à l'acte par un forfait aux patients. Pour les syndicats, une menace pour la médecine d'urgence dans le secteur privé. Il représente 15% des passages aux urgences. Ils sont en colère et ils ont décidé de le faire savoir. Les urgentistes du secteur privé sont en grève aujourd'hui. Ils dénoncent l'application prématurée d'une nouvelle réforme. On en parle ce matin avec Prisca Thévenot qui est toujours avec nous, porte-parole de La République En Marche. Nous sommes aussi avec Frédéric Delpech, spécialiste politique pour TF1 et LCI. Et vous, professeur... Docteur, pardon. Pas encore professeur. Peut-être un jour, qui sait. En tout cas, vous êtes avec nous. Vous êtes médecin d'urgence et de catastrophe au service des urgences de Paris 2. Merci d'être avec nous. Avant d'évoquer cette réforme, pour bien comprendre la situation aujourd'hui dans les services d'urgence dans le secteur privé, quelle est-elle? Alors, voilà, vous verrez une petite perspective, parce que tout le monde ne sait pas. En France, il y a à peu près 23 millions de passages aux urgences. Il y a une élévation du taux des urgences depuis à peu près une dizaine, quinzaine ou même une vingtaine d'années. Moi, je suis là depuis 30 ans à peu près. J'ai d'expérience aux urgences. J'ai travaillé dans le public pendant 10 ans. Je travaille dans le privé également. Mais de toute façon, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes en secteur 1 conventionné. Ça, c'est une petite mise au point. Il y a à peu près, dans ces 22 millions de passages aux urgences, 80% qui sont dans le secteur public, c'est-à-dire la PHP ou ailleurs, 85% le public, 15% le privé. 80, parce qu'il y a aussi des urgences qui sont semi-privées, semi-publiques. Bon, bref, peu importe. Il y a à peu près 4 millions et demi de passages aux urgences avec des médecins libéraux, et il y a à peu près le reste, 18 millions, qui sont avec des urgences donc publiques, c'est-à-dire des salariés. Ces millions, c'est quoi? Par jour, par mois, par an? C'est par an, pardon. Oui, c'est 22 millions par an. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave.
Bon, peu importe. Il y a à peu près ces 15 à 20% de personnes qui passent aux urgences privées, c'est-à-dire en libéral, c'est-à-dire qu'ils ont une rémunération, les médecins, qui sont à l'acte et qui ont des revenus quand ils travaillent de jour, de nuit, etc., 24 heures sur 24, en secteur 1 conventionné, je le rappelle. Il n'y a aucune différence pour quelqu'un qui se présente aux urgences, que ça soit dans ma clinique ou, Là, par on exemple... parlait déjà de la réforme, avant même de parler je parlais juste de comment les gens... l'état des urgences privées. Alors, les urgences privées sont aussi étranglées par le nombre de passages. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous au service du public. Parce que, vous voyez, vous faites le distinguo entre service public et service privé. Non. Nous, les urgentistes, nous sommes tous au service du public et nous sommes complémentaires. Il n'y a pas de différence, sauf que nous avons une prestation à l'acte, puisque nous sommes libéraux, installés, et que les autres sont salariés. D'accord ? Une fois que vous avez bien compris ce système-là, vous pouvez comprendre comment les urgentistes privés qui travaillent en libéral sont mécontents. On ressent ça comme un coup de poignard quasiment dans le dos. Expliquez-nous, Alors, je vais vous qu'est-ce que expliquer pourquoi. change la réforme et pourquoi elle vous met autant en colère ? Alors oui, elle nous met... alors, vous savez, plus qu'une colère, je voudrais expliquer parce que c'est un cri, mais un cri humain et non pas un cri strident qui pourrait faire mal. D'ailleurs, regardez, je ne suis pas en train de crier, je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que ils ont changé. Il va y avoir une réforme le 1er janvier qui stipule la chose suivante. Je ne sais même pas si nos amis politiques sont au courant. C'est assez technique. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'en ai parlé avec des politiques qui ne sont même pas au courant. Vous avez donc l'idée, oui, mais peu importe, j'explique simplement en général, je m'adresse pas à dites-nous, allons-y. Disons que l'idée, c'est que nous allons passer d'une tarification à l'acte à une tarification par forfait. C'est-à-dire que vous avez entre 0 et 15 ans, ce sera payé tant, entre 15 et 30, ce sera payé tant, etc. Et il y a une majoration circonstancielle, c'est-à-dire qu'éventuellement, si vous arrivez en ambulance ou pas, vous êtes payé 10, 15 euros de plus ou pas. Et une angine, un arrêt cardiaque, un asthme, etc., seront payés pareil, puisque vous aurez uniquement l'âge qui compte. C'est à l'acte. C'est à l'acte. Ça, c'est un forfait. D'accord. Un forfait, ça veut dire quoi ? Qu'on vous paye 10 euros parce que vous avez entre 15 et 20 ans, que vous soignez quelqu'un entre 10 et 20 ans, vous avez 10 euros. Je donne des exemples. C'est un forfait en fonction de l'âge et non pas en fonction de la gravité de la maladie. Exactement, déjà ça. Deuxième chose qui nous énerve excessivement, c'est pas une question d'argent, franchement, c'est une question d'explication. C'est-à-dire que pour les générations à venir, moi j'ai fait 30 ans d'urgence, je pense pas que je vais faire encore 30 ans d'urgence, on sait jamais, c'est dit. Donc c'est parce qu'avec les réformes, on va bien être obligé de travailler. C'est-à-dire que les nuits et les jours fériés ont une majoration faible de 7 à 15 euros. Donc pour les générations futures, les jeunes qui veulent venir, eh bien, ils ne vont pas venir travailler. Au jour d'aujourd'hui, moi je trouve personne pour faire les nuits et les jours fériés, le 15 août, le dimanche, etc. On n'a plus de vocation. Et ça, c'est unanime. Je ne vois pas comment on peut faire des vocations si les gens, les médecins seront payés pareil, quasiment, la nuit, les jours fériés et les jours ouvrables normalement. Mais qu'est-ce que vous répond le gouvernement ? Qu'est-ce qui justifie cette réforme du financement de votre travail ? Il y a le SNUHP, qui est un syndicat des urgentistes d'hospitalisation privée, essaye de discuter avec eux, essaye de voir. Ça n'avance pas parce qu'on nous parle d'enveloppe globale. Alors, c'est une enveloppe globale, mais on s'en fout de l'enveloppe globale. Nous, ce que l'on veut, c'est une juste rémunération, et ce n'est pas que la rémunération qui est importante. Clair, ça veut dire qu'en fait, les services d'urgence dans le public et dans le privé auront les mêmes, oui, ça a été fait pour le public, il faut le dire, les choses comme elles sont. C'est-à-dire que dans le public, ils sont payés en salariés. Je le sais, parce que j'ai travaillé aussi dans le public, j'étais praticien hospitalier. Et donc, on applique au privé ce qui fonctionne aujourd'hui dans le public. Alors, voilà, exactement. Nous n'avons pas de salaire. D'accord ? Nous sommes des libéraux. C'est-à-dire, nous voyons un malade, nous sommes payés pour un malade. Donc, nous ne voyons pas de malade, rémunération va être amputée. Nous n'avons pas de retraite, nous n'avons pas de congés payés, etc., puisque nous gagnons notre argent que si quand on travaille. Mais le problème n'est pas tout à fait là, c'est les jours fériés et les nuits. Ça, c'est inadmissible. C'est ça qui énerve énormément mes collègues. Là, ils sont unanimes et on voudrait vraiment pousser ce cri d'alarme. Alors, avant d'entendre Madame Thévenot sur cette question, un mot du timing. Cette réforme, vous l'avez dit, doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier. Oui. Elle n'est pas nouvelle. Pourquoi est-ce que vous vous réveillez maintenant seulement ? Alors, vous avez raison. Pourquoi on se réveille ? Parce que nous sommes au travail depuis 2 ans et que nous n'avons pas le temps de faire du syndicalisme. Mais quand on voit que le couteau est derrière nous, là, nous sommes énervés, nous sommes en colère.
Deuxième chose, nous sommes des gens qui sont indépendants, nous travaillons tous les jours, nous rentrons, etc. Nous n'avons pas le temps de faire tout ça. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est l'inverse. C'est pourquoi les dirigeants ou la CNAM, etc., ne sont pas venus nous voir. Pourquoi ils n'ont pas discuté? Nous n'avons jamais été consultés au syndicat national des urgentistes d'hospitalisation privée pour cette réforme. Nous n'avons pas été consultés. Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour obtenir gain de cause? Et alors, nous sommes prêts pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que nous ne ferons jamais grève, parce qu'aucun urgentiste ne fera grève. Et ça, c'est le problème majeur que le gouvernement sait et que les instances savent, parce que nous avons une conscience. Les médecins ont une conscience, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un devant la porte et qu'il y a une urgence, on ne peut pas faire grève. Alors moi, j'ai toujours porté la bannière quand je faisais grève, mais on travaillait toujours. Alors ça, déjà, rassurez-vous. Mais en tout cas, jusqu'au bout, ça veut dire quoi? C'est plus qu'une grève. Il y a plein de collègues qui feront grève, certes, mais c'est surtout la surcharge de ces 4 millions de passages qui va retomber sur les urgences publiques. Et jusqu'à présent, nous travaillons de main dans la main. Il n'y a pas de différence. Encore une fois, je le répète, c'était indissociable. Nous avons des endroits qui sont des endroits avec des déserts médicaux où les urgentistes privés font un travail énorme, que ce soit à Marseille, à Angers, à Saint-Denis. Donc, vous voyez, il y a des endroits qui ne sont pas uniquement favorisés. Je vous le répète, c'est en secteur 1 conventionné. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est-à-dire que des gens viennent et ils prennent 60, 80 euros. C'est pas vrai. Ils viennent et ils repartent avec leur carte vitale. C'est ça le problème principal. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris quel est l'impact. Et c'est ça le cri d'alarme. C'est-à-dire l'impact peut être énorme au 1er janvier 2022, si nous repartons tous, les 700 ou 800 personnes qui travaillent dans les urgences privées et qui voient 4 millions de personnes, s'ils s'en vont tous, eh bien, ces 4 millions vont être déversés où? Et ils n'auront pas de médecin d'urgence et ils verront rien. Tous les jours, il y a des gens qui viennent parce que, par manque de médecins de ville, ils viennent me voir. Hein. Et donc, le risque, évidemment, c'est qu'avec cette réforme, les urgences privés ou les services d'urgence privés soient pénalisés, qu'ils se vident parce que ça ne sera plus intéressant. Là, on va partir. De travailler, et les jeunes surtout, dans ces services d'urgence. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'application de cette loi, ou en tout cas avec la loi en elle-même, avec le texte? Est-ce qu'il y a eu un problème? Excusez-moi, c'est à moi que vous... Oui, c'est à vous que je parle. Est-ce qu'il y a eu un désintérêt massif et un désinvestissement massif dans le système de soins français depuis des années? Oui. Et moi, je vous rejoins tout à fait et je vous remercie de le souligner ici. Il ne doit pas y avoir de concurrence entre le système privé, le système public et non plus un sentiment dans les faits ou dans le ressenti, qu'on va plus vers l'un au détriment de l'autre. Et je vais vous donner un exemple très clair sur la revalorisation des salaires qui a eu lieu dans le public dès décembre de l'année dernière. Eh bien, les voix se sont élevées parce que oui, elles n'ont pas été appliquées tout de suite dans le domaine du privé. Dès le mois de juillet, ces voix ont été entendues, des mesures ont été mises en place et les accords permettant ces revalorisations salariales dans le privé viennent d'être signés. Donc, elles vont pouvoir être mises en place. Donc, j'ai du mal à voir comment vos voix ne vont pas être entendues, comment le dialogue ne pourra pas s'installer, parce qu'il est clair qu'il est hors de question de se priver d'un pan extrêmement important pour notre système de soins, qui est le privé. Ils ne sont pas opposés, les Français en ont besoin dans leur globalité. Oui, ce sont des bouts que j'entends très bien et que notre président entendra, notre président syndical, mais aussi j'espère notre président, c'est que sur les faits, c'est que le 1er janvier, c'est terminé. Il faut vraiment agir maintenant. C'est-à-dire que nous avons une semaine pour que la loi passe ou ne passe pas. Et je peux vous assurer que si elle passe, nous en allons. Non, mais on est bien d'accord. Et le sujet, c'est pas clair. celui-là. Là, nous avons... Non, mais attendez, c'est clair. Je voudrais des choses concrètes parce que je suis désolé, mais je ne fais pas de politique. Je fais du pragmatique, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui. Et il faut que vous puissiez comprendre les choses de terrain. Je ne suis pas un candidat à la présidentielle. Je suis là pour essayer d'expliquer. Non, mais d'accord, mais il y en a d'autres. Je suis là pour expliquer ce qui se passe aux urgences tous les jours. J'y retournerai, j'y étais hier, et je vais me retrouver à 2 ou 3 collègues dans un mois ou deux, d'accord, pour faire tourner 24 heures sur 24 un service d'urgence qui reçoit 60 à 70 passages par jour. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça veut dire. Mais quand ils viennent nous voir, ils nous remercient. Hier, j'étais avec une infirmière qui pleurait et un de mes collègues qui pleurait le matin. Une fille qui va partir. Alors ça, vous voyez, vous ne le voyez pas, moi ça me touche, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce sont des valeurs humaines que je défends, et je défendrai jusqu'au bout, quitte à partir et faire de la médecine dans la rue, mais il n'est pas question que nous nous laissions faire.
On entend votre émotion ce matin et votre coup de gueule sincère, et vous l'avez entendu, Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Merci, docteur Ali Avdje, médecin d'urgence et de catastrophe au service des urgences. Je suis pas toujours aussi parler fâché, inquiétez-vous. Non, mais vous parlez avec vos tripes. On en vient à cette enquête et aux carences